Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Et aujourd'hui, après vous avoir raconté mes années collège, mes années lycée, la prépa, vous avoir raconté également ma maîtrise, vous avoir raconté comment je suis rentré à l'école normale supérieure de Paris-Saclay via le second concours, comment s'est passée l'agrégation pour moi, et pas mal d'autres petites choses autour de tout ça. Eh bien, je vais commencer enfin à vous raconter le dernier gros morceau de mon cursus scolaire. J'ai nommé le doctorat. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Alors on est parti. Mon doctorat. Alors je le rappelle, j'ai effectué mon doctorat au sein de l'Université du Québec à Montréal, donc à Montréal, au Canada. Je rappelle que ça n'a pas été un choix facile à faire, et pour en savoir davantage par rapport à ce choix et par rapport aux démarches qu'il fallait entreprendre pour pouvoir se rendre au Canada et faire ses études au Canada, je vous invite à aller voir un épisode précédent qui s'appelait Montréal. Ça pourrait vous intéresser éventuellement si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. Ici, j'aimerais essayer de me concentrer sur le récit du doctorat en lui-même. Et donc, il y aura 2-3 moments où je vais parler de mathématiques un peu profondes. Et j'en profite pour faire une petite publicité pour un autre morceau de la chaîne. J'ai nommé le Coin Recherche, puisque dans la saison 1 du Coin Recherche, je vous relate beaucoup plus en détail le contenu mathématique de la première partie de ma thèse. Et essentiellement, pour les premiers épisodes du doctorat, ce sera assez utile, si vous voulez en savoir davantage sur le contenu mathématique derrière, ce sera très utile d'aller y jeter un coup d'œil. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir cette saison 1 du Coin Recherche avant vraiment de vous lancer dans cet épisode, si vous voulez en savoir plus sur le côté mathématique. Si vous voulez pas forcément en savoir plus, c'est pas très grave, je vais essayer de en parler, mais il y aura 2-3 moments où je pourrai pas m'empêcher de parler de détails. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à ce Coin Recherche saison 1. Bref, maintenant que cela est dit, je vais commencer mon récit pas au moment pile où j'ai démarré mon doctorat, mais je vais le commencer quelques mois auparavant, le moment où je prends contact pour la première fois avec la personne qui sera mon encadrant de doctorat. J'ai nommé Monsieur Hugh Thomas. Donc Hugh Thomas, c'est un chercheur, professeur de mathématiques, actuellement au sein de l'Université du Québec à Montréal, au sein même du LACIM, le laboratoire d'algèbre, de combinatoire et d'informatique mathématique. Ça fait quelques années qu'il est là-bas, et c'est un professeur-chercheur assez connu dans le domaine de mathématiques fondamentales, qui travaille essentiellement dans la théorie des représentations d'algèbre, de Carquois, qui travaille dans la combinatoire également, et puis il ose toucher à pas mal de choses, il a pas mal de très bonnes intuitions, notamment il n'hésite pas à toucher à ce qui relate de la physique théorique et des applications qu'on peut avoir entre les mathématiques fondamentales et la physique théorique, notamment les liens avec la physique quantique et les algèbres amassées, pour donner un rapide exemple d'un lien très très profond sur lequel il se penche. Et c'est quelqu'un de très connu dans le domaine, et ça a été une chance de pouvoir effectuer mon doctorat avec lui. Je le remercierai jamais assez d'ailleurs pour le temps qu'il aura passé avec moi pour ce doctorat. J'en reparlerai bien évidemment, et puis de toute façon vous allez connaître à partir de maintenant les détails de ce temps que j'ai passé avec Hugh. Donc voilà, maintenant que j'ai introduit un peu le personnage, j'ai commencé à prendre contact avec lui en mai-juin 2019. Et le feeling est passé très vite. Franchement, je me suis entendu quasiment à la première rencontre en ligne, puisque on n'a pas pu se rencontrer en personne avant, on s'est rencontré en ligne tout d'abord. Et le feeling est passé direct, on s'est très bien entendu, d'une gentillesse incomparable. Franchement voilà, c'est aussi ça qui a fait que je me suis dit oui, ce doctorat il va vraiment bien se passer avec lui. Et c'est une des choses qui a fait que j'ai décidé vraiment de faire mon doctorat à Montréal. Donc je commence à prendre contact avec lui, on discute de mathématiques, mais aussi de choses et d'autres pour se connaître. Et en parlant de mathématiques, il m'invite notamment à aller jeter un coup d'œil à quelques articles. Alors je me souviens de quelques titres et intitulés d'articles rapidement, mais je pense que je vais les mettre en description au lieu de tous les citer, si ça vous intéresse. Donc les premiers articles qu'il m'a envoyés sont en description, et il y en a un
va capter entièrement mon attention. Ça va être un article qui va parler de partition plane renversée avec l'utilisation de la représentation de Carquois. Et donc c'est un article qui a été écrit par Alexander Garver, Rebecca Patrias et Hugh Thomas. Et justement, il venait de sortir cet article. Il est sorti en 2019. Enfin, peut-être un tout petit peu avant 2019, mais vraiment, il était tout récent. Et dans cet article, après avoir lu, après avoir posé quelques questions à mon encadrant, pour essayer d'en comprendre un peu plus le fondement, il y a une question que je veux lui poser, qui est assez liée aux choses que j'avais travaillées pendant ma deuxième année de maîtrise, donc notamment les liens avec les algèbres aimables. Il y a une question que je vais lui poser par rapport à un résultat qu'on peut lire sur la deuxième page de cet article. Donc sur la deuxième page de cet article, il y a un résultat qui dit, donc deuxième ou troisième page, parce que ça dépend des versions, peut-être que c'est la troisième page. Il y a un résultat qui dit que si on travaille avec un Carquois de type Dynkin, ADE, je vais expliquer rapidement ce que ça veut dire, et si on prend un sommet M minuscule de ce Carquois, alors la catégorie engendrée par les représentations indécomposables à support sur le sommet M est une catégorie qui est canoniquement retrouvable de Jordan. Donc voilà, je tombe sur ce résultat. Alors qu'est-ce que ça veut dire Carquois de type ADE? Ça veut simplement dire que, bon, alors un Carquois, j'en ai parlé dans le coin recherche, mais je vais rapidement le dire, c'est un graphe. Comprenez-le comme un graphe orienté, vous avez des sommets, des flèches. Dire qu'il est de type ADE, ça veut dire que soit il est de type A, donc ça veut dire que ça va être juste une ligne, ou alors D, ça veut dire que ça va former une ligne, mais à la fin de la ligne, on va avoir un petit embranchement sur deux sommets. Ok. Et puis on a un dernier type, E, qui est aussi un autre type de graphe, donc E6, E7, E8. C'est une classification des graphes de Dynkin, cette classification, elle ne vient pas de nulle part, puisque c'est une classification en fait des Carquois, tels que si on regarde l'algèbre, donc notamment la catégorie de modules sur ces algèbres de chemin, associés à ces Carquois de type ADE, eh bien on se rendrait compte que ces modules ou ces représentations, le nombre de représentations indécomposables ou le nombre de modules indécomposables à isomorphisme près est fini. Et c'est même un si et seulement si, d'accord? Si on compte pas les relations, c'est un si et seulement si. Donc voilà, c'est ce résultat-là qui commence à me titiller, puisque bon bah Carquois type ADE, bon d'accord. Un sommet M est dit minuscule au passage si quand on regarde une représentation de Carquois, la dimension sur le sommet M est égale à 1 pour n'importe quelle représentation indécomposable. Et puis, donc ça c'était le côté minuscule, et puis vient cette notion qui va être finalement le cœur de ma thèse, ça va être la retrouvabilité de Jordan. Alors là je ne vais pas vous expliquer en quelques mots ce que c'est la retrouvabilité de Jordan, je vous invite fortement encore une fois à aller jeter un coup d'œil au coin recherche si vous voulez en savoir davantage. Mais c'est à ce moment-là que je me confronte pour la première fois donc à cette notion de retrouvabilité de Jordan, et notamment de la canonique retrouvabilité de Jordan. Et me vient une question par rapport à ces histoires de Carquois et tout ça, puisque j'ai travaillé avec des algèbres aimables, donc des Carquois à relation, et je me suis posé la question, est-ce que ce résultat serait vrai si on remplace un Carquois de type ADE par un Carquois à relation aimable? Et là, il y a mon encadrant, au moment où je pose cette question, il y a mon encadrant qui s'arrête un peu, puis je le vois commencer à griffonner sur une feuille à part, pendant 5-10 minutes, quelque chose comme ça, puis il dit pas grand chose, on n'échange pas grand chose à ce moment-là, mais il gratte, il essaye de trouver un truc. Et puis à la fin de ses essais, il me dit ah mais c'est vraiment une très bonne question, ça pourrait être sympa de travailler ce truc-là. Et puis voilà, c'est comme ça que mon sujet de thèse commençait seulement à sortir. Je crois qu'on était aux environs de juillet-août 2019. Ce sujet qui va être donc la première partie de mon sujet de thèse, puisque là la question c'est de savoir est-ce que le résultat que je vous ai énoncé, même si vous n'en avez pas tout compris c'est pas grave, le résultat que je vous ai énoncé, est-ce qu'il est vrai dans le cas d'un Carquois à relation aimable?
Et donc, pendant les vacances d'été, je me souviens m'être amusé à faire des dessins par rapport au type de dessin que je vous ai présenté, notamment dans le dernier numéro de maîtrise deuxième année, hein, le type de dessin avec des surfaces, des dissections de surface dualisables et tout ça. Essayer peut-être de caractériser la question d'être retrouvable de Jordan ou canoniquement retrouvable de Jordan à l'aide de ce type de choses, donc avec les courbes sur la surface. Bon, alors le côté minuscule, ça se caractérise assez bien, ça veut simplement dire qu'on doit éviter d'avoir une courbe qui coupe 2 fois une diagonale verte, en gros, donc ça peut se traduire assez facilement, hein, si vous avez suivi les explications que j'avais pu donner en maîtrise deuxième année, donc le dernier épisode de la maîtrise deuxième année. Voilà, bon, à part cette question de minuscule, c'était assez compliqué de vraiment comprendre comment marche la retrouvabilité de Jordan. Donc je fais quelques petits calculs comme ça, juste par curiosité pendant tout l'été. Et puis me vient quelques idées pour essayer d'attaquer ce problème. Donc des idées liées à des choses que j'avais apprises avec Yann, hein, donc des idées notamment d'utilisation de functeurs de réflexion. C'est des functeurs, hein, donc des entre guillemets fonctions entre des catégories. Et ce qui est quand même plutôt sympa avec ces functeurs de réflexion, c'est que ça préserve très grandement la structure de la catégorie de départ. Donc c'est quand même assez utile de travailler avec ces functeurs-là. Donc garder la structure de la catégorie, me laisser espérer le fait de pouvoir garder le fait qu'une catégorie soit retrouvable de genre ou canoniquement retrouvable de Jordan. Donc je commence à étudier ce genre de choses, des mutations. D'ailleurs, je fais la découverte d'une mutation assez intéressante sur les algèbres aimables, qui est une mutation qui peut se traduire de manière assez jolie sur la dissection. Il s'agit juste de tourner une diagonale verte dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire dans une dissection de surface. Donc c'est quand même assez joli comme chose. Bref, il y a pas mal de petits objets que je commence à développer et je profite vraiment de ce temps entre septembre et décembre 2019. Je profite vraiment de ce temps parce que ce moment-là, je ne commençais pas encore officiellement mon doctorat. J'ai commencé officiellement mon doctorat en janvier 2020. Mais c'est vrai que j'ai travaillé ce sujet un peu en avance en fait. Donc j'avais commencé à travailler ces choses-là un peu en avance. Et j'avais pu discuter avec Yann en étant encore sur place à Amiens. Donc j'étais déjà dans une petite situation assez rigolote où j'étais à Amiens encore et je taffais pour mon doctorat. Alors qu'en fait, officiellement, je n'étais pas encore en doctorat. Mais je prenais de l'avance, on va dire. Et on va dire que les choses se sont plutôt bien passées d'ailleurs, et je pense que j'ai bien fait de prendre de l'avance. Vous allez comprendre plus tard pourquoi, mais j'avais bien fait de prendre de l'avance, et j'ai profité vraiment de ce temps pour lequel j'avais pas hésité à continuer à donner des heures de colle, pendant jusqu'à janvier en fait, j'avais continué à donner des heures de colle à Paris, au lycée Condorcet et à Amiens, au lycée de L'Huitulier. J'avais également continué, je me souviens aussi, j'avais continué à assister au séminaire qui se faisait au laboratoire à Amiens, et puis j'hésitais pas à bouger à Paris pour suivre d'autres conférences ou séminaires à Paris. Donc vraiment j'essayais de me nourrir d'un maximum de choses pour la recherche en fait. Et je pense que ça a été une très bonne chose à faire avant de vraiment démarrer officiellement ce doctorat. J'ai fait d'ailleurs un saut à Montréal pour la toute première fois pendant les vacances de la Toussaint de cette année 2019. J'avais fait 10 jours là-bas. Et c'est ce moment-là qui m'a vraiment confirmé que oui, mon doctorat, je le ferais bien à Montréal. Je suis tombé amoureux de la ville, hein, je vous avais déjà raconté ça. Mais en plus de ça, l'ambiance qu'il y avait dans le laboratoire, les différents professeurs avec qui je commençais à entendre, et les post-docs également avec qui je commençais à discuter. Ça m'a vraiment confirmé le fait que ça allait très bien se passer, ce doctorat à Montréal. Les papiers, je les avais à partir de septembre. C'est juste qu'officiellement, je devais commencer mon doctorat en janvier 2020. Bon. Alors on va dire qu'on arrive en janvier 2020. 2020, l'année fatidique. Je commence mon doctorat en janvier 2020 en partant, en fait j'avais pris l'avion juste le lendemain du Nouvel An, ça je me souviens, c'était pas facile à faire, mais c'est ce que j'avais fait. Donc le lendemain du Nouvel An, j'ai pris l'avion, parce que c'était un des avions les moins chers, et je me retrouve en résidence étudiante au sein de l'UQAM. Donc pareil, je vous avais dit que j'avais fait
tout ce qu'il fallait pour pouvoir prendre une résidence étudiante. Bien sûr, c'est pas le seul moyen de vivre à Montréal, on peut faire des colocations, ça d'ailleurs, comme c'est une ville fort étudiante, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui étudient à Montréal, c'est assez facile d'essayer, alors, facile. Ça demande quand même un peu de tact, mais c'est assez facile de chercher à prendre contact avec des gens qui veulent s'installer également à Montréal, et puis donc de faire des colocations. Mais personnellement, comme je connaissais très peu de gens, voire pour ainsi dire personne à Montréal, j'étais quelqu'un d'assez timide à l'époque, et je me sentais pas d'attaque à essayer d'avoir une colocation avec d'autres camarades que je connaissais à peine, ou voire pas du tout. Je pense que c'est le Covid qui a fait que je me suis un peu plus ouvert aux autres, mais encore, puisque j'étais déjà un petit peu, mais je restais qu'à pouvoir discuter de mathématiques avec les gens, donc que ce soit en prépa quand je donnais des cols ou quand je donnais des cours, je ne parlais vraiment que de mathématiques, pour ainsi dire. Il n'y a que avec les amis proches où j'arrivais à parler de plus de choses. Mais c'est vrai que généralement, c'était beaucoup de discussions mathématiques que je faisais. Et c'était donc difficile d'entreprendre une discussion avec des gens que je ne connaissais pas. Et à Montréal, je connaissais personne. Alors j'avais préféré prendre une résidence étudiante. Et je pense que c'est ce qu'il fallait. En tout cas, je pense que c'était très bien sur le moment. Et puis ça me permettait de faire la connaissance de quelques personnes, puisque j'avais décidé de prendre un multi-8, donc quand même en colocation, mais au sein d'une résidence étudiante. Donc comme ça, c'est bien encadré. Pas de problème de baux. D'ailleurs, au passage, ça aurait été quand même plus difficile d'avoir un appartement en janvier, puisque généralement, les baux se renouvellent autour de juillet, du mois de juillet, et en fait, si on veut espérer avoir un bon appartement, ou en tout cas avoir plus de chances d'avoir un appartement à Montréal, le mieux c'est de chercher à s'y installer autour de juillet. Donc essayer de commencer à s'y intéresser en avril pour pouvoir s'installer en juillet. Bref, cette parenthèse étant close, je prends donc l'avion pour le 2 janvier pour arriver à Montréal, et je commence mes premiers pas vraiment en doctorat aux alentours du 3 ou 4 janvier. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du système du doctorat. Je pense que c'est peut-être le bon moment. Je vais vous parler du système du doctorat au Canada, un petit peu, sans encore rentrer dans tous les détails, mais juste pour en parler un petit peu. Donc, il faut comprendre que le doctorat au Canada, ça marche un peu comme aux US, donc comme aux États-Unis. En fait, on fait 4 ans de doctorat. Donc, il va y avoir 2 ans pendant lesquels on doit valider des cours, un peu comme en maîtrise deuxième année. Donc on doit valider ou revalider des cours par rapport à des sujets, et de préférence essayer de choisir des sujets qui pourront être utiles pour le doctorat. Bon, pas que, on peut être aussi assez ouvert d'esprit et ne pas hésiter aussi à travailler des choses un petit peu hors de son cadre. Ça n'est pas inutile, et c'est aussi des choses que j'ai faites. Mais l'idée c'est d'essayer de suivre aussi des cours qui permettent d'approfondir des choses sur des sujets qui sont pas très loin du type de sujet qu'on travaille pour le doctorat, qu'on va travailler pour le doctorat. En tout cas, si on sait déjà d'avance sur quoi on va travailler pour le doctorat. Donc il y a 2 ans pendant lesquels il faut faire des cours, il faut suivre des cours, les valider, et puis il y a également des examens prédoctoraux. Donc en fait il va y avoir d'abord 2 examens écrits prédoctoraux à faire. Pour ces examens écrits, il va falloir choisir 2 matières sur lesquelles on veut être interrogé pour ces écrits. Ce sont des écrits assez généraux, c'est-à-dire que on va avoir un thème du type algèbre, et puis on va avoir des exercices pas forcément très difficiles, mais des exercices qui tournent autour de l'algèbre, donc des matrices, des polynômes, des trucs comme ça, quoi. Et puis si on choisit analyse, et notamment généralement analyse complexe, on va tomber sur des questions d'analyse complexe. Si on choisit la probabilité, on va tomber sur des exercices de probabilité, globalement. Des exercices de probabilité qui n'hésitent pas non plus à utiliser aussi des fonctions de densité et tout ça. Donc avant de faire le choix du domaine sur lequel on allait être interrogé aux écrits, c'était quand même mieux d'essayer de voir un petit peu à quoi ressemblent les écrits sur tel ou tel domaine. Ça permettait de savoir où est-ce qu'on met les pieds et d'éviter, si je peux me permettre cette expression québécoise, de s'enfarger dans les fleurs du tapis. C'est l'occasion de passer un peu les expressions québécoises. Voilà, on a ces examens prédoctoraux écrits, et puis il y a aussi un examen prédoctoral à l'oral, où il s'agira d'avoir travaillé un article
un article de mathématiques, et il fallait ensuite faire un exposé de 1 heure, peut-être un peu moins d'1 heure, peut-être plutôt 40-45 minutes. Il fallait faire un exposé sur cet article, résumer les idées, montrer ce qu'on a compris de sujet, et puis répondre aux questions des personnes, des examinateurs qui seraient en face de nous. Bon voilà, donc et les cours, il y avait 6 cours à valider, j'avais 6 cours à valider, donc un cours doit se suivre pour une session, donc c'est-à-dire pour 4 mois, et les cours on devait les suivre en session d'automne ou d'hiver, donc il y a 3 types de sessions au Québec. Il y a la session hiver qui se fait de janvier jusqu'à avril à peu près, on a la session été qui se fait de mai jusqu'à juillet. On a la session d'automne, enfin, qui va de septembre jusqu'à décembre. Et il n'y a que dans les sessions d'hiver et d'automne où on pouvait chercher à valider des cours. Et voilà, en hiver, j'avais décidé de suivre un max de cours, donc on m'avait conseillé de pas trop en faire. Généralement, on n'en fait que 2, on n'en suit que 2, pour essayer de le valider au mieux. Bon, moi, personnellement, j'avais décidé d'en suivre 3, ce qui m'a demandé un peu plus de boulot que la normale. Mais bon, j'étais motivé, et puis il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient dans les 3 cours que j'avais choisis. Donc les 3 cours que j'avais choisis pour cette session d'hiver 2020, il y avait un cours sur les groupes de Coxeter, super intéressant, et en plus de ça, c'était un cours un peu plus interactif, où on pouvait poser un maximum de questions, et puis le cours s'adaptait par rapport aux questions qu'on avait posées. L'idée, c'était aussi de nous confronter à des questions de recherche. Donc ce qui était cool, c'est que le professeur nous posait, donc après avoir parlé de prérequis, si je puis dire, ou en tout cas fait 2 ou 3 premiers cours introductifs pour qu'on ait essentiellement le vocabulaire qu'il faut pour parler de ce sujet, et puis essayer d'en comprendre une bonne partie de la chose, et bien il commençait à nous poser les problèmes sur lesquels les gens se travaillent en fait, hein, donc sur lesquels les gens travaillent, et c'était vachement intéressant parce que du coup on tapait tout de suite sur des questions ouvertes, je trouvais ça vachement intéressant de poser des questions comme ça au professeur, et puis voire même de discuter avec les autres élèves. Donc c'était très interactif, et c'était vraiment très... Enfin, moi je trouvais ça très familial presque, donc c'était super cool ce cours. Il y avait un cours sur les possets que j'avais suivi aussi, donc les ensembles partiellement ordonnés, donc en abrégé posset. C'était vachement intéressant aussi, avec cette question d'inversion de Mobius que je vous ai présentée en exo de colle, avec pas mal d'autres trucs liés au posset, donc les algèbres de posset, plein d'autres trucs que je trouvais assez intéressants. Donc voilà, c'était aussi un sujet bien sympa. Et puis un autre cours qui était de l'algèbre homologique, donc ça me permettait encore une fois de travailler cette chose avec laquelle j'avais pas mal de mal pendant la 2e année de maîtrise. Je me suis dit bon, c'est encore une occasion pour retravailler cette chose et chercher à valider ce cours, ça pouvait être bien aussi pour la suite. Donc voilà, c'était les 3 cours que j'avais suivis pour cette session d'hiver 2020. Et donc je commence ce cursus. Donc évidemment, j'hésite pas j'hésitais pas à aller voir des gens pour visiter un petit peu l'UQAM, parce que l'université c'est grand, hein, c'est pas qu'un seul bâtiment, c'est plusieurs bâtiments. Donc il y avait bien sûr le bâtiment dans lequel les mathématiques se faisaient, surtout les mathématiques, donc le laboratoire de combinatoire et le laboratoire plus dédié à la topologie, à l'analyse et aux maths appliquées qui se trouvait à l'étage au-dessus, hein. J'étais au 4e étage du bâtiment PK, pavillon du président Kennedy. C'était vachement cool comme endroit. Il n'y avait pas vraiment de cantine, hein, c'était une cafétéria, hein, plus qu'une cantine. Donc on n'a pas vraiment de carte cantine, on a une carte étudiante certes, qui nous donne accès à pas mal de choses d'ailleurs pour l'UQAM, hein. Donc il y avait accès à un centre sportif notamment, ça je ne l'oublierai pas parce que c'était vachement bien, et en plus de ça c'était très grand. Donc il y avait un centre sportif où il y a toujours d'ailleurs, un centre sportif où il y a une grande piscine tout en bas, donc tout en souterrain. Il y a aussi un endroit d'escalade dédié à l'escalade. Il y a aussi un terrain dédié à la fois au basket, au handball, au badminton, etc. Donc vraiment, quand je dis centre sportif, c'est quand même très très complet, hein. Il y a vraiment beaucoup de sports qui étaient représentés et pour lesquels on pouvait pratiquer gratuitement en tant qu'étudiant, puisque en fait, dans notre inscription, en tout cas dans les paiements d'inscription qu'on devait faire à chaque session. D'ailleurs, oui, ça c'est une différence par rapport à la France. Donc là,
les paiements d'inscription se faisaient pas à l'année, mais ça se faisait par session. Donc il fallait payer, et généralement c'était assez cher, il fallait payer un certain montant pour pouvoir renouveler son inscription à chaque session. Même les sessions d'été, les sessions où il n'y avait pas de cours pour moi. Hein. Donc il fallait mettre un peu l'argent pour. Hein. Et donc c'est là où je me dis encore une fois, merci aux années à l'école normale supérieure de m'avoir permis de faire des économies à travers les bourses que j'avais pu recevoir grâce à l'école normale supérieure. Donc. Mais c'est vrai que voilà, c'était un certain montant à débourser. Je remercie également Youg du coup, puisque j'ai pu obtenir une première bourse de chaire. Hein, donc je vous avais dit qu'il y avait un fonctionnement de bourse, et ce fonctionnement de bourse il se fait vraiment que sur place. Et pour commencer, pour l'instant, j'ai eu le droit à obtenir une bourse de chaire à mon arrivée d'un peu plus de 3000 $ canadiens, ce qui n'est pas énorme hein, si on fait une conversion en euros. Donc une conversion en euros, là comme ça doit faire peut-être quelque chose comme 2000, peut-être 2200, 2300 euros. Et c'est pas énorme pour une session, hein. Donc une session c'est 4 mois, hein. Donc vous dites 2200 divisé par 4, ouais, c'est un peu chaud hein, par rapport à un salaire. Mais bon, avec les petits cours que je commençais à donner au Canada, puisque j'avais eu l'occasion de commencer à faire des démonstrations, on appelle pas ça des TD hein, au Québec, on appelle ça des démonstrations. Je commençais à faire mes premières démonstrations, donc j'ai été aussi payé pour ces démonstrations, ça a été un certain complément. Et puis je continue aussi à donner des cours particuliers aussi aux gens en France, même s'il fallait le faire avec la distance. J'essayais de garder, on va dire, les élèves qui notamment devaient passer le baccalauréat, hein, les élèves en cours particulier qui devaient passer le baccalauréat. Et on va dire que ça s'est plutôt bien passé quand même. Et ça s'est d'ailleurs un petit peu mieux passé pour ces personnes-là, ces élèves-là, puisque comme on est en 2020, hein, je vous rappelle, hein, on commence l'année 2020, janvier 2020, je commençais à entendre, et je l'avais un petit peu entendu, je crois, en décembre, cette histoire de Covid, comme un peu tout le monde, hein, cette histoire de coronavirus. Et voilà, quoi, on va arriver au moment, un moment assez fatidique de cette année de doctorat. Mais là, je vais me permettre de faire un petit teasing et de m'arrêter ici, parce que, voilà. Je vais juste dire quand même un mot avant de vraiment arrêter la chose pour dire que mon récit va reprendre à ce moment-là. Donc j'avais profité d'une petite semaine de pause, donc ce qu'on appelle une semaine de relâche. C'est généralement une semaine qui est dédiée pour préparer des examens. Mais en tant que doctorant, en tout cas quand on fait un doctorat, les examens, il n'y avait pas vraiment grand chose à faire, hein. Il y avait des écrits certes à préparer, mais il n'y avait pas grand chose à faire. Donc j'avais décidé de revenir en France pour passer quelques temps avec ma moitié, parce qu'encore une fois, le fait d'être parti à Montréal, ça créait de la distance, donc du temps sans elle. Et j'avais décidé de profiter de cette semaine de relâche pour revenir en France et puis passer un peu de temps avec elle et sa famille. Fêter mon anniversaire, fêter son anniversaire, et puis en même temps faire un petit séjour au ski, et on entendait parler de plus en plus du Covid en France, et là je me suis dit, on verra bien, pour l'instant ça ne me touche pas encore directement, mais on verra bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce séjour, donc on était juste après, je crois que je suis parti juste après mon anniversaire, parce que j'ai pas pu rester pour l'anniversaire de ma moitié, hein. Juste au passage, les anniversaires sont proches l'un de l'autre, hein, par rapport de moi par rapport à elle. Il y avait vraiment une semaine d'écart, hein, pour dire. Mais j'ai dû partir plus tôt parce que j'avais des écrits auxquels je devais assister, donc il fallait retourner à Montréal à tout prix. Donc voilà, et puis j'avais déjà pris mes avions, donc je pouvais pas me permettre de modifier ça. Et donc j'étais revenu à Montréal le 6 mars 2020. Et pendant la semaine de cours qui a suivi, là j'entends de plus en plus les profs commencer à parler davantage du Covid, de dire que la situation semble un peu catastrophique et que petit à petit on commençait à parler de la question peut-être de faire quelque chose pour ça. Et voilà, vous connaissez un petit peu la suite, mais j'aimerais vous raconter ce qu'il en a été pour moi et quelles ont été les conséquences pour moi par rapport à cette question de Covid. Il y a des conséquences positives, des conséquences négatives. Donc voilà, je vais vous raconter ça pour le prochain numéro d'une vie de mathématiques. Je me permets de faire un petit teasing
par rapport à tout ça. Mais voilà, je voulais essentiellement vous raconter déjà le début de ce doctorat et j'espère que vous êtes satisfait déjà de savoir un petit peu comment ça a démarré. Et puis de vous raconter un petit peu le système, même si je vous ai pas encore tout raconté, je vous ai essentiellement raconté comment ça allait marcher cette année de doctorat, donc avec ces 4 ans de doctorat, dont 2 ans vont être dédiés pour les examens, enfin pour refaire les cours et puis pour les examens prédoctoraux, et puis les 2 autres années ça sera essentiellement pour la thèse, vraiment pour la recherche à fond la caisse. Donc voilà, et là je vous ai parlé un petit peu de la pré-année, si je puis dire, la demi-année pendant laquelle j'ai travaillé sans être officiellement en doctorat, mais qui a été d'une très grande utilité pour la suite. Et puis ce début de doctorat, janvier 2020, commencer à connaître un petit peu l'endroit, un peu plus l'endroit. Profiter de la neige d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais profiter vraiment de la neige aussi, parce que on est en janvier, et en janvier au Canada, il fait froid et il y a de la neige, et moi je kiffe la neige, donc j'ai adoré la neige, voilà. Voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça, et il me faudra vous parler pour le prochain numéro d'une vie de mathématiques de cette question de Covid, comment je l'ai vécu de mon côté. Puisque vous l'avez certainement vécu d'une manière, vous, et puis j'aimerais vous donner un petit peu ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti de ce Covid. Comme d'habitude, je vais me permettre de faire le blabla habituel. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la clochette, encore une fois, pour avoir les dernières news de la chaîne. N'hésitez pas non plus à me soutenir, et puis enfin 2 nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!